Le belvédère. Lucette, la fille du banquier, est dans tous ses états. Elle est tantôt émue, tantôt excitée. À mon avis, elle est comme les jeunes filles de chez nous. Elle ne sait plus très bien si elle doit partir ou rester. À en juger par ses gros yeux, elle a peu dormi. Elle inspecte nerveusement toutes les malles et les valises qu'elle emmène, et il y en a. Je comprends sa fébrilité. Ce n'est pas tous les jours qu'on se marie. Elle quitte la maison de son enfance et part vivre une autre vie, une vie de femme. Elle a désiré retarder son départ jusqu'à la dernière limite. Mais maintenant, elle ne peut plus reculer. Son destin l'attend à 300 kilomètres de là. Joseph, le gardien, et moi avons chargé les bagages dans les coffres et sur le toit des voitures, car nous partons avec 2 voitures. Après les ultimes vérifications, il ne nous reste plus qu'à démarrer. Lucette marche dans le jardin. Elle contemple encore une dernière fois la maison. Sa mère la suit partout et essaie de la réconforter. Le père abrège cet instant et donne l'ordre du départ. Dans la voiture familiale prennent place le père, la mère, Lucette et Nejma, qui part servir la fille dans sa future demeure. Joseph et moi sommes dans la seconde voiture. Lorsque le soleil se lève, Alger-la-Blanche est loin derrière nous. Je suis triste de quitter cette ville qui m'a tant apporté. J'ai une pensée pour tous les amis que je laisse dans cette ville magnifique. Alger m'a tendu ses bras et ouvert son cœur, et malgré les petits malheurs ayant entravé ma route, j'ai partagé son amour. Dieu seul sait si j'y retournerai un jour. Le voyage en voiture est en tout point préférable au voyage en train. Le confort y est incomparablement supérieur. Et quand on a la chance de ne pas avoir rabat comme chauffeur, ce moyen de transport est reposant. Nous pouvons nous arrêter à loisir. La voiture nous permet de couvrir la distance en à peine un peu plus d'une demi-journée. Monsieur Marcel a bien fait les choses. Sur tout le chemin qui va de la route nationale à la ferme, on a placé des pots de fleurs entre les platanes. Des guirlandes fleurissent un peu partout sur les arbres. Les façades ont été repeintes en blanc. La ferme paraît plus belle et plus imposante. Elle semble avoir été refaite à neuf. Il y a des ampoules multicolores au-dessus des portes et au-dessus de la grande cour d'entrée. Cette dernière a été recouverte par des tapis. Tout ce qui peut rappeler la profession du maître des lieux a été enlevé. Le matériel agricole et les bêtes ont disparu. Monsieur Marcel reçoit solennellement sa future femme. Le personnel forme 2 haies d'honneur, tandis que, laissant derrière lui les invités déjà présents, il vient au-devant des voitures. Il est habillé tout de blanc. Il rayonne de bonheur. Sous une pluie de grains de riz lancés par le personnel, les futurs mariés et les parents de Lucette traversent la cour. Monsieur Marcel fait les présentations et elle a ses parents proches, dont certains venus tout spécialement de France. Le chef des chrétiens, accompagné de 2 de ses employés, et mon oncle rabbin. Dès que tout ce beau monde entre dans la maison, les employés se remettent au travail et je décide de rester avec eux. Il n'y a pratiquement plus rien à faire. L'estrade des musiciens français venus de Constantine est terminée. Les tables sont montées
et il ne reste plus qu'à mettre les nappes et les couverts. À l'écart, non loin de la cour, quelques hommes s'occupent du méchoui. Monsieur Marcel a vu grand. Le méchoui ne comprend pas moins d'une 40aine d'agneaux. Monsieur Marcel attend sans doute 1 millier de personnes. Pour la circonstance, tout le personnel permanent de la ferme a été réquisitionné. Monsieur Marcel a fourni à chacun des vestes blanches et des pantalons noirs. Organisés en petits groupes, les employés sont chargés de s'occuper exclusivement d'une activité. La répartition des tâches a été soigneusement préparée. Il y a des groupes proposés à l'apéritif, au service à table qui doit être irréprochable, au nettoyage permanent du sol et au service des boissons, ainsi qu'à celui de l'orchestre. Enfin, il y a les découpeurs d'agneaux, les personnes mises à la disposition des invités et aussi les femmes dans les cuisines. Joseph sort de la maison et vient me rejoindre près du méchoui. Il ne supporte déjà plus l'ambiance de la maison. Moins d'1 heure après notre arrivée, il s'ennuie déjà. « Tu viens avec moi faire un tour en ville ?» me dit-il. « Je t'invite à boire. » Je voudrais bien, mais je crois que mon départ serait mal apprécié par mon oncle. Dès les premiers instants de notre rencontre, j'ai senti des affinités avec Joseph. Il n'a aucune sorte de prétention et s'adresse à moi de la même façon que si j'étais son ami d'enfance. Je me suis forgé une conception des Européens d'Algérie qui n'a aucune parenté avec lui. À plusieurs reprises dans la voiture, j'ai eu envie de lui rappeler qu'il parlait à un indigène. J'ai dû me raviser de peur de paraître mal élevé. Attends-moi près de la voiture, je vais arranger ça. Même s'il éprouve peu de sympathie à l'égard de M. Marcel, cela ne se fait pas de partir ainsi. Je n'ai rien à dire, car ce ne sont pas mes affaires. Il revient m'annoncer que c'est arrangé. Nous pouvons partir. Joseph s'est opposé dès le début à la conclusion du mariage de sa sœur. Il estime que M. Marcel est un très mauvais parti et que ce mariage finira par un divorce. Il détient des informations peu flatteuses concernant son futur beau-frère. Il est évident qu'il a fouillé en profondeur dans le passé de M. Marcel. Il ne l'a jamais aimé. Dès leur première rencontre, il a ressenti une aversion profonde pour cet homme des cavernes. Et cette aversion n'ira qu'en s'amplifiant. Joseph me fait part des quelques informations qu'il détient à son sujet. Lors de la mort de son père, M. Marcel a modifié de fond en comble la gestion de son patrimoine. Il s'est tourné délibérément vers la recherche rapide de profit. Il a introduit de nouvelles variétés de blé afin d'augmenter la production, s'est équipé en matériel agricole, a mené une politique active d'acquisition de nouvelles terres et enfin a décidé d'investir ses revenus dans quelques secteurs que ceux de l'agriculture, autres que ceux de l'agriculture. Pour mener à bien cette délicate entreprise, il a fait appel au service du banquier. Il a préféré un banquier d'Alger car il ne souhaitait pas que l'on puisse colporter des ragots dans la région sur l'état de sa fortune. M. Soletti se chargeait de le conseiller en matière financière. Il s'occupait entre autres de rapatrier l'argent en France et de le placer dans des secteurs à haut bénéfice. M. Marcel conserve quelques petites affaires en Algérie, simplement, prétend-il, pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Par nécessité, M. Soletti et M. Marcel se sont rencontrés si souvent que le banquier a fini par l'inviter fréquemment chez lui. À la suite de ces multiples visites, les sentiments de M. Marcel à l'égard de la fille du banquier ont évolué
au point qu'il la demandait en mariage. Je ne réussis pas à comprendre les dessous de l'affaire, mais il me semble bien que le mariage a été préparé à l'instigation des deux hommes. Quant à Joseph, n'écoutant que son antipathie grandissante à l'égard de l'homme des cavernes, il a tout fait pour en savoir davantage sur le personnage. Il est parvenu à suivre un stage dans l'hôpital de notre ville, puis s'est lancé dans une enquête discrète et approfondie sur la personnalité de M. Marcel. Il n'a négligé aucune source ni aucune information. Il a vérifié chaque détail et, dans le doute, il se déplaçait lui-même afin d'en vérifier l'authenticité. Il a été édifié d'apprendre les agissements extra-professionnels de M. Marcel. Il a établi que l'homme des cavernes fréquentait assidûment les hôtels de passe et que les prostituées appréciaient beaucoup sa fidélité. Ces agissements pervers ont provoqué en lui une intense répulsion à la vue de cet homme. C'est avec cet animal-là, se disait-il, que ma sœur va se marier. De peur de déclencher un drame familial, il n'a pas osé faire part à quiconque de ses découvertes. Néanmoins, il a cherché par tous les moyens à briser cette alliance. Et à sa grande déception, il n'a pas réussi. Je n'imaginais pas du tout les coutumes des Français sous cet aspect. Je pensais naïvement que dans leur rapport, ils entretenaient des relations plus normales. Je suis surpris d'apprendre que leurs conditions supérieures ne leur épargnent pas les conflits personnels. Sur la question du mariage, par exemple, les Français agissent en définitive de la même façon que nous. En cherchant bien, je ne vois aucune différence entre nos pratiques. Avant de marier une de nos filles, nous nous arrangeons toujours pour lui trouver le meilleur parti. Il est seulement plus facile pour nous d'enquêter sur le prétendant, car nous n'allons pas le chercher à 300 kilomètres. Les Français ont beau jeu de critiquer nos coutumes. À l'évidence, elles nous conduisent à moins d'égarements. De retour à la ferme, nous constatons que le cortège est déjà parti à la mairie depuis longtemps. Cela n'est pas pour déplaire à Joseph. Je le soupçonne même d'avoir intentionnellement tardé au café. En nous promenant dans la cour de la ferme, nous notons que tout est fin prêt pour commencer les festivités. L'orchestre est là et répète dans l'estrade. Les nappes et les couverts ont été mis sur les tables. Le personnel s'est regroupé près des méchouis et attend patiemment les invités. Joseph ne veut pas entrer dans la maison. Il préfère rester en ma compagnie et nous allons nous joindre au personnel. Au loin, le bruit continu des klaxons annonce l'arrivée du cortège des voitures. Tous les employés se mettent à leur poste. Les festivités vont être pour l'un une belle partie de réjouissance et pour les autres une pénible corvée. D'après la longueur du cortège, cette corvée s'annonce particulièrement ingrate. Je ne compte pas moins d'une 50aine de voitures. Rares sont celles occupées seulement par 2 personnes. La plupart sont bondées. Les voitures se garent un peu n'importe comment. Bien qu'un terrain à blé ait été entièrement aménagé en parking, la place manque encore pour quelques-unes qui restent garées sur le chemin. La suite, demain à la même heure, vous pouvez vous abonner.